Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va discuter d'un sujet central que je vois beaucoup en consultation, qui est le suivant. Comment on fait pour bien choisir son partenaire? Et plutôt en d'autres termes, là où c'est encore plus intéressant, pourquoi on choisit très souvent, très mal, les personnes qui sont censées partager nos vies? Bonjour, moi c'est Gaëlle. Si tu me connais pas, je suis thérapeute de couple, entre autres choses, et j'accompagne depuis plus de 10 ans des êtres humains à se comprendre, se connaître et, en fonction de qui ils sont, améliorer leur vie pour qu'elle soit la plus agréable possible pour eux. Aujourd'hui, on va focaliser sur une problématique bien particulière dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui va apparaître par là, où je parlais des critères pour choisir l'homme ou la femme de sa vie, qui était à l'époque, ça fait moins d'un an, hein, à l'époque comme si ça en faisait 10, mais non, pas du tout, qui était basé sur les 3 C. Donc moi, j'appelais ça comme ça. Comment on choisit bien son partenaire? Les 3 C, le cœur, pardon, pas du tout, le cerveau. La nana est super bien réveillée. Pourtant, j'ai pris un petit shot anti-zombie. Je fais pas de pub parce que vous trouverez pas ça ici probablement. Là, je suis au Paraguay, donc ça m'étonnerait. Ça a été fait localement, d'ailleurs, tiens. Voilà, donc orange, gingembre, citron, huile d'origan et pollen. Donc ça, c'est censé me réveiller et je mets déjà le cœur là-haut. Donc il n'y a rien qui va. Mais je vais me reprendre un petit coup, manifestement. J'ai besoin avant qu'on commence, sinon ça va être très long les 20 prochaines minutes. Donc, on reprend. Pardon. Je disais donc qu'à l'époque, il y a quelques mois de ça, quelques années de ça, j'avais commencé à penser à quels seraient les critères qui nous permettrait de bien choisir nos partenaires, et j'avais résumé ça sur le concept des 3 C, qui étaient donc le cerveau, le cœur et le corps, ou bien le cul, si on voulait être un peu plus vulgaire. C'est-à-dire, je vous réfère à la vidéo, hein, je vais pas vous le refaire complètement, mais en gros, une compatibilité intellectuelle, des valeurs communes, évidemment, et des sentiments qui grandissent, et une compatibilité physique, parce que nos sens, notre corps, choisit tout autant que notre tête. Je me suis aperçue qu'il y avait des limites à ce modèle-là, parce qu'en fait, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà très bien. Ça fait une très bonne base de compatibilité si on est compatible sur ces 3 points-là. Mais en fait, ça ne suffit pas du tout à bien choisir un partenaire ou une partenaire. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller regarder toutes les zones d'ombre qu'on pense pas à regarder quand on veut se mettre en couple. Et tout ce que moi, en fait, je mets en lumière quand des femmes comme des hommes viennent me voir en consultation en me disant toujours la même chose. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un, ça dure jamais. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Toutes mes relations foirent. J'en ai marre d'être dans cette misère affective où j'arrive pas à construire un truc durable. Il y a évidemment plein d'angles morts différents puisque c'est des questions toujours très individuelles, mais je remarque qu'il y en a quand même un petit paquet qui sont récurrentes, dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par la question centrale. En fait, c'est qu'est-ce qu'on doit regarder chez soi et chez l'autre, hein, parce que si on passe juste son temps à penser que l'autre c'est le problème, on est en train de se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc qu'est-ce qu'on doit regarder chez l'autre avant de se lancer dans une relation, avant d'essayer de construire quelque chose? Bah, je pense que déjà, d'emblée, faut être très clair sur nos intentions. Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est pas du tout un petit morceau, hein, c'est vraiment le gros truc. Notre gros angle mort tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on veut pour de vrai. Est-ce qu'on veut être avec quelqu'un pour qu'il soit à notre service, qu'il nous serve, qu'il nous traite comme un roi, une reine, un prince, une princesse? Est-ce qu'on veut être avec quelqu'un pour qu'il nous donne, qu'il soit intéressant, qu'il nous apporte plein de choses? Et attention, là, le shift est quand même assez violent. Ou alors, est-ce qu'on veut être avec quelqu'un juste parce que nous, on a envie de l'aimer. Nous, on a envie de donner. Nous, on a envie de jouer à ce truc où on sert l'autre, où on est dévoué à notre relation. Alors évidemment, avec des petites limites, hein, je dis pas un dévouement complet total, mais c'est pour vous positionner un peu les 2 grands modes de structure. Évidemment, dans l'idéal, les 2 sont très OK pour donner. C'est pas juste un qui donne et l'autre qui reçoit. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais je vous invite à vraiment commencer par regarder cet angle mort-là, parce que je vois énormément de personnes qui, quand elles viennent me voir en consultation et me disent j'arrive pas à créer des couples, je sais pas, mes relations ça merde à chaque fois, je me retrouve célibataire, soit je me fais quitter, soit je quitte, bref, il y a jamais rien qui va. Que voilà, que c'est toujours le désert sentimental, ou bien qu'en fait je fais n'importe quoi et ça marche jamais mes relations. Bref, dès que je leur demande qu'est-ce que vous voulez dans une relation, ces personnes-là ont une liste très longue comme le bras de ce qu'elles attendent. Qu'est-ce qu'elles veulent que l'autre leur apporte?
dans la relation. Et quand je leur demande, ok, mais vous voulez donner quoi? Vous avez envie de donner quoi? Et là, vraiment point important, je dis donner. Je dis pas troquer. Je dis pas investir. Parce que je vois beaucoup de gens, et c'est normal, c'est humain, faut juste être au clair là-dessus pour pas se prendre les pieds dans le tapis. Je vois beaucoup de gens qui ont l'impression de trop donner, alors qu'en fait, elles ne donnent pas, elles investissent. Désolée, hein, mais si après une relation de couple, vous avez l'impression que vous avez trop donné, c'est que vous avez rien donné du tout. Parce que les personnes qui donnent ne sont pas en train de compter. Sinon, elles prêtent. Sinon, elles investissent. Et ce qu'elles attendent, c'est un retour sur investissement. Ce qu'elles attendent, c'est un remboursement. Quand on donne, on ne compte pas. Littéralement, c'est la définition du don. Donc, si vous avez l'impression d'avoir trop donné, c'est que c'était pas du don, c'est que c'était un investissement. Et que vous n'avez probablement pas été remboursé comme vous l'auriez aimé. Donc en fait, vous étiez dans un troc, dans un échange, dans un truc presque mercantile. Vous étiez en train d'investir dans la relation, dans l'autre, et vous attendiez un retour sur investissement pour avoir le sentiment de ne pas vous faire avoir, que tout soit juste. Ok, je comprends ça et c'est plutôt sain. C'est juste que commencez pas à vous endormir et à vous badigeonner de la pommade cérébrale en vous disant que vous avez trop donné. Non, c'est pas vrai. Les gens qui donnent trop ne s'en plaignent pas. Voilà. C'est la définition du don, en fait. Donc, la première chose, c'est ça. C'est vraiment être au clair sur qu'est-ce qu'on veut soit donner et qu'est-ce qu'on veut soit recevoir en échange. Et s'assurer que les deux sont compatibles. Et s'assurer que les deux sont égaux sur le marché du cul, le marché de la rencontre, le marché de l'amour. Parce qu'en fait, je vais vous donner des grands clichés du genre. Hein. Mais si vous, ce que vous avez à offrir, c'est, par exemple, de l'indépendance, c'est-à-dire on n'a pas besoin de prendre soin de moi, moi je suis autonome et du coup j'ai plein de projets, et je suis moteur et machin et tout, ben faut se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas du tout envie de vivre ça, qui ont envie de vivre la dépendance, qui ont envie de se sentir utile, qui ont envie de se sentir indispensable. Et je vois beaucoup de femmes dans ce mood-là, avec notre ère contemporaine là, de la femme warrior Amazon qui n'a besoin de rien et qui après me dit je veux un homme, un vrai. Ouais, bah il y a moyen qu'il ait très envie de se sentir utile celui-là quand même. Hein. Donc l'homme le vrai, peut-être mesdames, juste arrêtez de compéter sur son terrain. Les hommes les vrais n'ont pas besoin d'hommes dans leur lit. Enfin, je parle dans les schémas hétérosexuels bien sûr. En fait, les hommes les vrais, ils attendent des femmes des vrais, pas des femmes qui jouent à la compétition de comment être des hommes comme les autres. Je fais des grands clichés de genre, hein. Évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite, etc., etc. Mais c'est pour vous donner toutes les idées d'à quel point ça peut être antinomique, ce qu'on demande à l'autre et ce qu'on veut recevoir et ce qu'on veut donner et à quel point ça coince. Et quand ça coince, du coup, on se retrouve à se dire « Ah ouais, merde, en fait, mes relations fonctionnent pas. » Ben non. Et même peut-être tu vas même pas pouvoir les commencer, tes relations, parce que ce que tu proposes est complètement en grand écart. Et personne s'y retrouve. Du coup, c'est quoi? C'est l'un, c'est l'autre, c'est du beurre de cacahuète, de la confiture, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc l'idée, c'est d'être au clair sur nos intentions. La deuxième chose, c'est déjà de savoir quel type de relation on veut. Parce qu'encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose de vouloir des relations bonus satellites. Et encore une fois, j'en vois énormément des personnes qui veulent ça, qui veulent des relations où finalement, c'est pas si clair. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que ce qu'elles veulent, ces personnes-là, c'est des relations fusionnelles, où on passe beaucoup de temps ensemble, on échange énormément, on est vachement complices, on partage beaucoup. Et en même temps, ah non, mais c'est bon, le quotidien, ça va, hein. Je vais pas quand même vivre avec et se retrouver à faire quoi? Les ménages, les courses, la bouffe, hein, ça va quoi. J'ai longtemps pensé comme ça. Hein. Donc encore une fois, je prône pas un seul modèle de couple. Je pense que chacun gagnerait à définir les propres contours de ce qui fonctionne pour lui. Je dis juste par contre que faut être très au clair sur ce qu'on veut. Est-ce que c'est une relation de couple ou est-ce que c'est une relation satellite, bonus dans nos vies qui nous apporte des trucs quand on en a besoin et qui est pas là pour nous vraiment quand ça compte. Ou en gros, on va pouvoir, si ça se corse, s'il y a de l'orage, vite, hop, rentrer nos billes et nous dire non, mais c'est bon, moi, c'était pas une relation sérieuse finalement, non, mais ça va. Et vite se carapater dans notre forteresse là pour surtout pas venir se mouiller quand les choses vont se compliquer. Et souvent, il y a une grosse ambivalence là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut que l'autre soit là pour nous, mais nous, on n'a pas trop envie d'être là pour lui. C'est-à-dire que si ça commence à se compliquer de son côté, il y a moyen que nous, on n'ait pas du tout envie de nous mouiller à ce point-là.
Et d'ailleurs, je vois énormément de femmes, et je comprends encore une fois pourquoi, c'est des générations entières de sacrifices qui ressortent, mais il y a beaucoup de femmes qui me disent, non mais moi, je vais pas prendre un homme qui soit âgé parce que j'ai pas envie d'être son infirmière. Voilà. Donc quand on n'a pas envie d'être là dans la santé et la maladie, faut pas aller demander des niveaux d'investissement qui soient ceux du mariage, en fait. Tout simplement. Et c'est pas un jugement de valeur, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous obligés de venir avoir des relations ultra complexes, pas complexes forcément, mais profondes, ultra investies, etc. On peut tous vouloir des relations satellites, il n'y a pas de problème. Mais il faut être très au clair, parce que la proposition n'est pas la même. Et le niveau d'investissement sera pas le même non plus. Faut être au clair là-dessus. Si ce qu'on propose, c'est une partie de notre vie, l'autre va nous donner une partie de la sienne. On va pas avoir l'intégralité de l'exclusivité là-dedans. Normal. Si ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui soit notre meilleur ami et qu'on soit sa meilleure amie, va falloir être au niveau de la meilleure amie. D'ailleurs, ça m'entraîne sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut regarder avant de s'engager ? Vérifier que la personne pourrait être votre meilleure amie. Je parle pour des relations qui ne soient pas satellites, qui ne soient pas juste des relations occasionnelles de temps en temps. Si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, vérifiez que cette personne pourrait être votre meilleure amie ou un excellent ami à vous, indépendamment de la relation de couple. Si c'est pas le cas, ne vous y mettez pas, ne mettez pas les doigts là-dedans. Si ça ne peut pas être votre meilleur ami, parce que la communication est pas bonne, parce que l'humour est pas bon, parce que c'est ce que j'avais résumé. Là, je vais essayer de mettre la vidéo là. Je sais jamais de quel côté. Alors je vais on va faire une petite danse. Par là, vous allez avoir la vidéo sur les 3 critères pour choisir son partenaire. Je disais les 3 C. Je pense que c'est un peu limitant et en fait, je crois que j'ai pas. Il me manquait encore une notion à ça. D'ailleurs, le point dont on ne parle jamais, je vous en parlais en fin de vidéo, je terminerai là-dessus. C'est un point essentiel sur comment s'assurer que l'autre est prêt à s'engager et que nous, on est prêt à nous engager. Et ça, j'en ai pas parlé dans cette vidéo-là parce que j'étais encore focalisée sur la compatibilité, qui est importante. Et c'est pour ça que je résume ça, que ce soit votre meilleur ami. Parce que si vous avez une compatibilité intellectuelle, une compatibilité de valeurs et que ça match, que ça clique, que c'est facile avec cette personne-là, en fait, il y a plein de problèmes qui n'en seront plus. Donc, il y a plein de sujets qui vont être résolus avant même d'être apparus, qui ne vont pas être des sujets en réalité. Et il y a cette phrase magnifique que je répète en permanence en ce moment, mais elle est vraiment trop belle, c'est « Trouver quelqu'un qui parle votre langue pour ne pas passer votre vie à expliquer votre âme ». Et c'est vraiment ça. Trouver des gens avec qui vous êtes compatibles. Et pour ça, il suffit simplement d'enlever le côté romantique de la relation et regarder si cette personne-là pourrait être votre meilleure amie. Si c'est le cas, déjà, trop bien. Autre petit point important, avant de s'assurer qu'on va créer une relation avec quelqu'un, demandons-nous si on a bien nettoyé la place. Parce que moi, j'en vois trop des personnes qui m'expliquent que non, il n'y a pas de problème, elles continuent à parler à leur ex, il n'y a pas de souci. Ah non, mais elles ont encore des photos dans leur téléphone, elles n'ont pas supprimé les conversations, elles continuent à... Est-ce que la place est clean ? Parce que si vous n'êtes pas capable de me dire, bien sûr, je supprime les photos, ça n'a aucun impact, bien sûr, je supprime la conversation, je m'en fous, bien sûr, j'arrête de lui parler, je m'en fous, c'est que peut-être il y a 2-3 trucs à aller regarder. Est-ce que la place est clean ? Et vice-versa. Encore une fois, en fonction des valeurs que vous voulez dans votre relation. Si vous me dites que vous voulez des relations non exclusives ou coucher avec son ex ou parler avec son ex n'est pas un problème, alors dans ce cas-là, c'est encore autre chose. Mais je vais rester dans des cadres un peu classiques. Si vous voulez des relations exclusives, vérifiez que vous protégez votre relation du reste du monde, y compris de votre passé. Parce que ça, c'est un gros truc. On ramène vachement notre passé dans notre présent. Et on laisse vachement trop la porte à ça. Et ça, c'est pas possible. Donc, je vais me faire une petite pause café, mais vérifiez bien que vous êtes capable, en fait, d'avoir fait la place avant, d'avoir fermé les portes, d'avoir dit non, d'avoir dit stop aux autres, en fait, à ceux d'avant. Et vérifiez que c'est le cas aussi en face. Parce que derrière, sinon, vous allez commencer avec des boulets aux chevilles et personne n'a envie de ça. Je vais vous dire aussi un autre petit truc. Allez, tant pis, ça va rester dans le champ. C'est important d'avoir révisé son passé, dans le sens d'avoir bien re-regardé ses anciennes relations et de s'être assuré qu'on n'est pas trop fier de ce qui s'est passé avant. Parce que soit la relation était géniale et on n'a rien à se reprocher, dans ce cas-là, on est vraiment trop con d'être parti. Il faut se poser des questions sur l'investissement, nos valeurs et ce qu'on veut. Soit
finalement, il y avait des trucs qui n'allaient pas, et dans ce cas-là, on a vraiment notre part de responsabilité, soit dans le choix, soit dans la relation, soit les deux. Et quand je pose cette question-là aux femmes et aux hommes que je... Non, c'est vraiment génial, à chaque fois j'ai la même réponse, que je reçois, et que je leur donne, bon, alors du coup, qu'est-ce que vous avez merdé dans votre relation passée ? C'était quoi votre erreur dans votre relation passée ? Ah, je pense que je me suis pas assez écoutée. Ah, je pense que j'ai trop donné. Non, j'aurais dû partir plus tôt. Non, je te demande pourquoi, quel truc que t'as été toi a été sale, crade, moche. Tant que t'es pas capable de voir ce truc-là, c'est pas la peine d'aller essayer de trouver quelqu'un d'autre. Tu vas lui faire subir les mêmes côtés dégueulasses de ta personnalité. Donc épargnons-nous les uns les autres. Commençons par faire notre examen de conscience et demandons-nous à quel point on a été des monstres en le positionnant sous ces termes-là. Qu'est-ce qui a été dégueulasse dans notre ancienne relation ? Pas pour se flageller, pas pour se culpabiliser, mais pour se responsabiliser. Parce qu'une fois qu'on a compris notre part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé dans le passé, on peut éviter de le faire se reproduire et débarquer dans notre présent. Donc faites un cadeau aux personnes qui vont rentrer dans vos vies, faites le ménage et vérifiez que eux aussi ont fait le ménage, que ces personnes-là aussi ont fait le ménage. C'est très simple, c'est demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé dans votre dernière relation. Et regardez comment elles en parlent, parce que ça va vous dire énormément de choses. Si c'est quelqu'un qui vous dit qu'elle a envie, donc une personne qui vous dit qu'elle a des grandes valeurs de famille, que c'est très important pour elle la famille, que c'est très important pour elle le mariage, etc., et qui vous parle avec énormément de légèreté de ses divorces, attention, parce que là, il y a un gros décalage entre les intentions et le fond, la forme. Si vraiment c'est important pour toi le mariage, si vraiment c'est important pour toi la famille, peut-être que normalement, quand tu vas parler de tes échecs avant, tu vas être triste, tu vas être un peu plombé, tu vas pas fanfaronner en fait. Tu vas pas le prendre avec légèreté. Tout ça, c'est des trucs de l'ordre de la cohérence. Moi, je suis ultra sensible à ça. Mon cerveau est aiguisé à ces trucs-là parce que j'ai grandi avec ce truc-là. J'ai grandi avec cet esprit un peu affûté pour regarder les incohérences, que c'est ce qui me sécurisait. Et après, j'ai appris à développer ça en génétique parce que c'est comme ça qu'on fait les diagnostics. Donc, il faut regarder tout ce qui sort du tableau, tout ce qui marche pas dans l'image générale. Ça nous fait des petits symptômes, des petits signes. Donc, je suis ultra sensible à ce truc-là et je vous invite à l'être aussi. Les incohérences entre ce qui est dit et ce qui est le ton sur lequel c'est dit, le message véhiculé et l'intention derrière, ça vous donne énormément d'informations sur les gens. Énormément. Donc, évidemment que ça ne suffit pas, mais c'est quand même un point fondamental. Regardez à quel point ils ont compris ou elles ont compris de leurs erreurs du passé. Sinon, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui n'apprend pas de ses erreurs, donc avec une très faible probabilité de pouvoir apprendre dans une relation de couple. Et c'est un peu emmerdant. Parce que quand même, le principe de la relation, c'est que ça va nécessiter des changements, des paliers, des remises en question de l'un et de l'autre. Le match parfait n'existe pas. Il y a personne qui est compatible avec vous et qui ne vous fera jamais travailler sur vous. Une relation qui ne vous fait jamais bosser sur vous, ni de près ni de loin, n'existe pas en fait. C'est pas possible. Ça va vous challenger. Donc si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question ou si l'autre n'est pas capable de se remettre en question, c'est la merde. Votre couple est foutu d'avance. Foutu d'avance. Donc, regardez bien ce truc-là. Regardez bien aussi, quand même, si on n'est pas en train de confondre attirance et compatibilité. Parce que souvent, on regarde l'autre tel qu'il nous plairait bien qu'il soit, et on va naturellement filtrer les côtés positifs. On va être très attiré par cette personne, parfois que physiquement, mais parfois aussi par plein d'autres aspects plus profonds. Regardons bien si ça, c'est juste de l'attirance de façade, ou bien si, et très bien, ça doit être là aussi, c'est ça plus de la compatibilité. D'où l'intérêt, encore une fois, de se demander, est-ce que cette personne pourrait être mon meilleur ami ? Et pas pour ce qu'elle me fait vivre, mais pour ce qu'elle est. Est-ce que être avec cette personne-là, ça compte vraiment pour moi ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécierais d'avoir dans ma vie sans rien faire, en fait. Juste si notre vie, c'était nous coller le cul sur un banc et discuter, est-ce que j'aimerais ça avec cette personne-là ? Gros critère, très très gros critère. Je vais passer très rapidement sur les histoires de répétition de schémas, etc., parce que ça, c'est souvent pas le vrai problème. D'ailleurs, on en fait tout un flanc, des schémas familiaux, de je répète pas. Deux choses l'une. Soit
de deux choses l'une. Soit le schéma est inconscient et vous ne pouvez pas le savoir, donc vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites et ça ne vous empêche pas d'avoir des relations heureuses. Voilà, il suffit juste de se comporter bien comme on veut et pas de juste pas réfléchir avant de parler. Et ça se passe bien en général. Soit le schéma est devenu conscient, vous savez que vous êtes en train de faire les mêmes conneries que votre mère, votre père, votre grand-mère et ce qu'on veut. Et le fait de l'avoir en conscience ne change rien en fait. Ah oui tiens, marrant ça, combien de personnes ont compris et ça ne change rien. Voilà, donc fin du mythe de la psychanalyse. Non, comprendre ne suffit pas à changer, désolé. Les schémas inconscients ne nous gouvernent plus du moment où ils sont conscients. Et dans ce cas-là, si vous choisissez de les répéter, c'est que vous faites des choix. Donc il s'agit de choisir autrement, tout simplement. Mais faire tout un foin sur les schémas, les machins, non, c'est adresser le faux problème. Et je vois beaucoup trop de personnes qui se servent de ça comme d'un paravent pour éviter d'aller regarder justement le vrai truc qui coince, qui est de leur comportement, de leur responsabilité à eux, pas à ceux de leurs parents, de leurs grands-parents, des lignées transgénérationnelles, non, pas du tout. Eux, leur comportement à eux, leur petit truc sale à eux, leur petit angle mort à eux, le truc pas beau qu'ils veulent pas voir. Ou bien l'histoire qui se raconte depuis tellement d'années qu'ils ont fini par y croire, alors qu'en fait, c'était un peu n'importe quoi quand même. Donc ce truc-là, ouais, je vais pas m'attarder vraiment dessus. C'est comme les liens de l'attachement. Regardez s'il est pas évitant, anxieux, ambivalent. Ouais, bon, ok. En fait, et puis regardez si on est compatible au niveau des 5 langages de l'amour. En fait, il y a énormément de choses qui ont été théorisées, qui sont vraiment pas des sujets quand juste on choisit avec du bon sens, quoi. Enfin, il y a trop de théories autour de trucs qui sont super simples. Du coup, on va venir complexifier des trucs de l'ordre de... En fait, c'est facile de choisir quelqu'un. Hein. Il suffit juste de vérifier qu'on est compatible, que ça clique avec cette personne, qu'on partage les mêmes valeurs, le même projet de vie, la même vision du couple. Et on en arrive du coup au point central. Vérifiez bien que vous avez la même notion des priorités. Et ce truc-là, il est fondamental. C'est le truc sur lequel la majorité des gens se plantent et c'est le truc qu'il ne faut surtout pas négliger. Quelles sont vos priorités ? Parce que vous pouvez me mettre Brad Pitt avec toutes les qualités du monde. Si il n'a pas le même sens des priorités que moi, ça ne marchera jamais. C'est pas compliqué. Vous pouvez avoir la personne idéale pour vous, compatible à 100%, votre meilleur ami, votre meilleur amant, tout ce que vous voulez. Si le sens des priorités n'est pas le même, c'est foutu. Si vous êtes quelqu'un qui plaçait ses enfants au-dessus de son couple, c'est foutu d'avance. Si vous êtes avec quelqu'un qui place son couple au-dessus de ses enfants. Si vous êtes quelqu'un qui avait comme priorité votre travail au-dessus de votre vie de famille, c'est foutu d'avance pour être avec quelqu'un qui va avoir la vie de famille avant le travail. Donc, soyez très au clair. Et je vais rajouter un petit angle de nuance. Mesdames, parce que souvent je suis désolée, je vais devoir genrer un peu la vidéo, mais messieurs, on est bien d'accord, j'ai posé suffisamment la question à suffisamment d'hommes pour savoir que c'est clair pour vous la différence entre la relation et votre épouse, ou votre conjointe, ou votre copine ? C'est clair ? Ou c'est tout ça mélangé ? En général, chez les hommes, c'est très mélangé, ce truc-là. Tout simplement parce que la relation, c'est vraiment un concept féminin, ce truc-là de la relation, je nourris la relation, je protège la relation. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Et de quoi la relation ? On protège quelqu'un. On ne protège pas une relation. Et il faut vraiment qu'on fasse gaffe avec ce truc-là parce que nous, mesdames, on est très fortes à faire la différence entre la relation et notre homme, par exemple. Et le petit problème, c'est que ça nous fait devenir des grosses connasses en puissance. Si on croit que protéger la relation est plus important que protéger notre homme, on devient les plus grandes casse-couilles de l'univers. Parce que sous couvert de pour le bien de la relation, il faut qu'on discute, on va venir péter les couilles à notre homme qui n'a qu'une envie, c'est rester tranquille dans son coin parce qu'il a juste passé une sale journée et qu'il a envie de 2 heures de tranquillité. Et nous, oui, mais c'est pas bon pour la relation, faut de la communication. Et là, on devient pète-couille. Alors que quand notre priorité est notre homme, au-dessus de la relation, là, on comprend que, ok, si ma priorité, c'est lui, son bien-être, son bonheur, ses besoins, je vais pouvoir me mettre au service de ça et lui laisser l'espace qu'il faut
pour qu'il décompresse. Alors que si la relation est mon objectif et ma priorité, je vais le culpabiliser de ne pas servir la relation. Et je vais devenir ultra destructrice pour l'homme que j'aime. Donc faites un peu gaffe à ce truc-là, parce qu'on veut des hommes dont nous sommes la priorité, mais nous, la priorité, c'est pas lui, c'est la relation. Et là, ça va pas du tout, parce qu'on est très décentré. Là, le bateau commence à tanguer. En fait, si on est chacun la priorité de l'autre, au même niveau que l'autre, ça se passe bien. Mais il faut être au clair là-dessus. Est-ce que sa priorité, c'est le travail, les enfants, le couple, la famille, ses hobbies, lui-même, elle-même? Soyons très au clair là-dessus. Vraiment. Et il y a énormément de personnes qui choisissent, là, sur cette société moderne, hein, c'est vraiment ça, de mettre justement leur focus non pas sur l'autre, mais sur la relation, parce que ça leur permet, en fait, de mettre en réalité leur bien-être en priorité, de se privilégier eux, d'être leur propre priorité et de mettre des billes dans la relation, mais certainement pas dans l'autre. Certainement pas devenir... Ça correspond exactement à cette peur d'être utilisé, d'être se faire avoir, de trop donner, etc. C'est exactement ce truc-là, en fait, dont il s'agit. C'est qu'on n'a pas envie de se sacrifier pour l'autre, parce que l'autre, peut-être, il va pas se sacrifier pour nous. Du coup, on a l'impression qu'on fait tout sous couvert de, voilà, non, mais moi, je reste indépendante, je veux pas machin. En fait, ce qu'on fait, c'est juste qu'on est en train de pas faire de couple. On est en train juste de essayer de construire un balbutiement de machin, un début d'équipe de trucs sous couvert de non, mais c'est la relation. Ouais, faites gaffe quand même. Parce que il y a moyen que ce soit pas vraiment ça qui se joue, il y a moyen que ce soit peut-être une peur terrible de l'engagement qui fait qu'on préfère se focaliser sur la relation plutôt que sur l'autre parce qu'en fait, on a trop peur de vraiment donner pleine balle à l'autre et de se rendre compte que peut-être que l'autre, il va partir, il va nous abandonner, il va nous trahir, il va mourir, on ne sait pas. C'est vachement plus facile de dire qu'on s'investit dans une relation que de s'investir envers quelqu'un. Donc faites gaffe à ce truc-là et demandez-vous toujours le sens des priorités. Quelle est la priorité de cette personne? Ça ne fonctionnera jamais si les priorités ne sont pas les mêmes. Donc soyez ultra clair. Et c'est facile, hein, il suffit de poser la question. C'est quoi ta priorité dans la vie? C'est quoi le truc le plus important pour toi? Et ça, vraiment, vous allez avoir des réponses toujours tellement évidentes. Toutes les personnes qui ont décidé qu'elles allaient être au centre de leur vie désormais parce qu'elles avaient trop donné, vous allez vite le savoir. Toutes celles qui disent « Ah non, mais moi, c'est ma carrière ». Tous ceux qui disent « Ah ouais, non, mais moi, c'est mon boulot », vous allez vite le savoir. Ceux qui disent « La priorité, c'est ma famille ». La priorité, et même dans la famille, c'est même pas la famille. Ma priorité, c'est mon couple, mes enfants, etc., etc. C'est la femme que j'aime, l'homme que j'aime. Ça change complètement la donne, hein. Et regardez autour de vous les couples qui font vraiment équipe. Souvent, ils ont eux-mêmes décidé d'être la priorité l'un de l'autre. Et ceux qui fonctionnent, sans être la priorité forcément l'un de l'autre, même si c'est quand même un super critère, en tout cas, ils ont le même niveau. Ils sont au même niveau de priorité. Et ça change grandement la donne. Ça veut dire que le jour où il faudra choisir entre une expatriation pour le boulot ou rester là où on a construit son foyer, là, il y aura possiblement des questions importantes à se poser. Le jour où il se posera la question de la place de cette personne-là vis-à-vis de nos enfants, si qu'on a eu avec un précédent conjoint, par exemple, ou précédente conjointe, là, ce sera pas mal de savoir où est la priorité, ouais, parce que si notre priorité, c'est mon fils, ma bataille, et c'est vraiment mes enfants, ma priorité, oui, si l'autre en face, il a décidé que lui, sa priorité sera la femme de sa vie, ça ne marchera pas. Donc, posez-vous vraiment cette question-là, c'est la question, s'il y en avait une, ce serait vraiment la plus importante. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité de l'autre? Si vous êtes la sienne, il doit être la vôtre. Ça peut pas être déséquilibré. Si son travail est sa priorité, vous ne pouvez pas le mettre dans votre priorité. Il ne peut pas être la vôtre, en fait. Il faut toujours que ce soit équilibré, sinon c'est foutu d'avance. Et vous ne pouvez pas vous cacher derrière le « je savais pas » parce que ça, c'est des questions ultra simples à poser. Donc, vous pouvez pas vous réfugier en disant « Ah, je comprends pas, j'étais sûre que… » Non. Posez-vous ces questions-là, ça va vous éviter bien des écueils et tenez-y vous quand vous avez la réponse. Quand la personne vous dit « Ah non, moi, ma priorité du moment, c'est mon travail », croyez-la. Quand elle vous dit que sa priorité, c'est X ou Y, mais qu'elle vous montre ça, parce qu'il y a une question de cohérence, hein, évidemment, croyez-la. S'il vous plaît, croyez-la, quoi. Parce qu'après, vous allez vous raconter « Non, mais c'est peut-être que ni. » Non, on ne se raconte pas des films, on ne se badigeonne pas la cervelle. On fait pas ça.
Si la personne n'a pas le même niveau de priorité que vous, n'a pas les priorités aux mêmes endroits, au même ordre que vous, c'est pas rangé pareil, on met pas ses doigts. Ça reste un ami et c'est très bien comme ça. Je veux pas le savoir. Sinon, c'est sûr que vous allez finir en chiale 3 mois plus tard dans mon cabinet. Et on n'a pas envie de ça. Voilà. Donc on fait pas ça. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on reprend des critères de compatibilité. En fait, si je devais résumer tout ça en 2 questions, en 3, allez, 3, je vais me faire 3. Le résumer en 3 points. Vérifiez que cette personne-là a le même sens des priorités que vous. Vérifiez que ça pourrait être votre meilleur ami si jamais il n'y avait pas de romance entre vous. Et vérifiez que vous avez fait de la place et que vous avez nettoyé votre passé, quoi. On fait pas rentrer quelqu'un chez soi quand on a encore les vestiges des anciens, enfin. Et je parle évidemment, ça c'est une métaphore, c'est pas physiquement chez soi, même s'il y en a qui gardent des photos de leur ex cachées dans un tiroir, on fait pas ça non plus. Hein, voilà. On fait de la place pour de vrai. On fait pas semblant de faire de la place en espérant faire croire qu'on est prêt. Non, on le fait vraiment parce qu'en face il y a des êtres humains qui sont vraiment en train de faire la vraie démarche et qui y vont vraiment le cœur sur la main. Donc on n'utilise pas nos petits prétextes à la con de besoin d'ego, besoin d'orgueil pour venir jouer au jeu de la séduction en ayant des fausses intentions. C'est pas bien et c'est pas juste. Ni pour eux, ni pour vous, ni pour elles, ni pour vous. Donc on ne fait pas ça. En face, il y a des êtres humains qui souffrent quand on n'est pas fiable, quand on n'est pas vrai, quand on n'est pas droit dans nos intentions. Donc soyons au clair sur les nôtres, s'il vous plaît. Parce que je vois beaucoup ça aussi. Je vois les 2 côtés. Et souvent, d'ailleurs, ça fait des schémas où on est d'abord victime de quelqu'un qui avait pas les intentions claires, et puis nous, on commence à faire ça chez quelqu'un d'autre, et puis ça fait une sorte de grande réaction en chaîne domino, là, et on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Ça fait grand plaisir à tous les psys de la Terre, hein. Ça fait des consultations à rallonge pour les 3 prochaines années, mais enfin, épargnez-vous ça, quoi. Épargnez-vous ça. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai plus de salive, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, faites-vous confiance et foutez-vous la paix. À bientôt, ciao.